Donc, je m'appelle Christine Ulivucci et je suis psychanalyste d'orientation transgénérationnelle. Donc, j'exerce la psychothérapie et la psychanalyse transgénérationnelle à Paris. C'est une forme de psychothérapie ou de psychanalyse qui prend en compte non seulement on va dire le vécu individuel, mais qui prend également en compte toute l'histoire familiale, dans la mesure où cette histoire familiale, si elle n'a pas été élaborée, peut se répercuter, se transmettre de génération à génération. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la génération qui vit le traumatisme, qui n'en parle pas, donc c'est indicible, hein, ce qu'on appelle indicible. Il y a un choc émotionnel qui fait que voilà, on peut se couper, il y a un clivage qui fait qu'on ne, voilà, on peut le mettre de côté. La génération suivante, évidemment, la personne qui vit le traumatisme va se comporter d'une certaine manière, ou va laisser échapper aussi certaines informations pour ne pas réveiller ce qui doit être, voilà, ça doit être resté caché. Donc va se comporter d'une certaine manière, c'est ça qui se transmet, c'est pour ça que ça se transmet, ça ne se transmet pas comme ça par des ondes, c'est par du non-verbal et du verbal que ça se transmet. La génération suivante va être dans quelque chose de l'impensable, c'est-à-dire il y a quelque chose comme ça, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et c'est ce qu'on appelle, on appelle ça une crypte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait pas parler, ça s'encrypte, d'où l'idée de la crypte et du fantôme qui est élaborée dans le livre de Nicolas Abraham et Maria Torok, l'écorce et le noyau, qui sont les psychanalystes qui dans les années 70 ont développé cette théorie qui a donné ensuite le transgénérationnel. Donc la génération d'après, donc la troisième génération, n'a plus aucun moyen d'accès à ce secret. Par contre, il perdure dans quelque chose qui va ressurgir justement sous forme de symptômes, parce que ça se manifeste sous forme de phobie, de dysfonctionnement psychique, physique, etc. Si on va, on analyse en psychothérapie, enfin en tout cas si on va interroger quelque chose qui vient interférer dans son présent, évidemment c'est quelque chose qui émane du passé. C'est là où le passé vient interférer ou parasiter le présent. C'est là où le passé vient se superposer au présent et où les deux ne sont pas séparés. Et donc tout ce travail de revenir vers le passé, donc d'une certaine manière, c'est se relier au passé pour s'en séparer, ce qui est parfois un petit peu difficile à comprendre pour des gens qui n'ont jamais fait de travail thérapeutique, mais on ne peut pas se séparer de quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on n'a pas discerné, que l'on n'a pas élaboré, que l'on n'a pas verbalisé, que l'on n'a pas symbolisé. Donc tout ce travail sert à symboliser ce passé pour séparer ces deux temps qui souvent coexistent. Ce qui fait qu'il y a répétition dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on reprend, c'est parce que l'on veut réparer quelque chose des générations passées. Donc ça, c'est justement de ça dont on sort en thérapie, c'est justement d'essayer de ne pas réparer. Parce que réparer, ça veut dire remettre sur la table les mêmes situations pour essayer pour y trouver une autre issue d'une certaine manière. Voilà, dans les livres que j'ai écrits, donc dans Psychogénéalogie des lieux de vie, je me suis intéressée à la question des lieux, c'est-à-dire aux lieux vecteurs de mémoire et aux lieux dans lesquels on va réélaborer sa propre histoire. C'est-à-dire que le lieu, c'est un matériau en soi, c'est quelque chose de malléable qui va permettre d'extérioriser un petit peu ces fantômes, de colmater certaines failles et certaines fissures, enfin voilà, et de transformer quelque chose de son histoire. Dans cette thématique des lieux, ce qui moi me touche aussi, c'est la question du non-lieu, l'absence de lieu, en l'occurrence l'absence de sépulture. Et puis la question des déplacements, déplacements subis, déplacements choisis, enfin tout ce qui concerne les trajectoires familiales qui ont vraiment des répercussions sur la manière de vivre les lieux dans les générations suivantes. Et puis ensuite il y a
la thématique des photos. Bon, la photo, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, parce que je pratique la photo aussi. Et là, c'est voilà, utiliser la photo dans le travail thérapeutique aussi, c'est-à-dire la photo de famille, les photos de famille, dans ce qu'elles peuvent donner à voir du système familial, du fonctionnement ou du dysfonctionnement du système familial, de la place voilà, de chacun des membres voilà, dans une configuration. Et puis la photo comme acte photographique, c'est-à-dire comme manière de se positionner en tant que sujet, manière de, voilà, de s'approprier le monde et de cadrer avec son propre regard. Donc ça, c'est un outil thérapeutique pour moi aussi important. Évidemment que l'image va propulser dans le passé, c'est-à-dire qu'il y a une forme de présence dans une photo qui fait qu'on va être en contact avec ce passé. Alors un contact pas direct, un contact indirect, mais évidemment oui, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à partir de photos de famille ou autres, on va reprendre contact. Alors contact tout en étant à l'extérieur quand même, hein. Il y a ce cadre de l'image qui me semble quand même important, c'est-à-dire qu'on ne va pas plonger dans l'image, surtout quand on travaille sur sa propre famille. Mais évidemment que ça va réactiver. Il y a des personnes qui vont tenir les images à l'écart. J'ai eu des patients qui ont découvert, voilà, justement dans ces périodes d'occupation, de père, grand-père, collaborateur, milice, etc., qui voient ces photos-là et hop, qui les remettent dans les cartons, qui ne veulent pas les voir parce que c'est pas possible de les regarder. Voilà, il faut oser un autre regard qui va éventuellement transgresser ce que la famille souhaiterait faire passer comme image, comme récit d'elle. Ça vaut bien sûr pour les photos, hein, les photos de famille, idylliques, etc. Donc oser un autre regard, oser parler, ça demande un certain courage, hein. De manière générale, bon, moi j'anime aussi des groupes. Quand on travaille en groupe, les histoires des autres démultiplient sa propre histoire. Voilà, on est dans des références, il y a quelque chose qui fait référence. Donc on est de la même manière qu'on va être attiré par un lieu, on va être attiré par un type de photo, un type de personne, c'est parce que ça fait écho à sa propre histoire. Donc déjà ça, on va vers ce qui fait écho à sa propre histoire de manière un petit peu intuitive. Et puis tous ces documents, bien évidemment que quand on travaille sur sa propre histoire familiale, on n'a pas toujours les documents. Donc c'est très important d'avoir des références qui font voilà, des références alors, au niveau sociologique, mais aussi au niveau de vécu individuel, qui vont appartenir à d'autres histoires familiales, oui. Tout ce qui est de l'ordre un peu de l'aléatoire, des connexions un peu inconscientes joue très fort dans ces ateliers, ces groupes. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes qui vont avoir eu les mêmes références géographiques, les mêmes références historiques. Donc c'est vraiment voilà, ça permet vraiment d'élargir. Parce que la famille, c'est quelque chose la famille personnelle, c'est quelque chose de restreint. Je veux dire, la famille, ça paraît comme voilà, on ne serait rien sans la famille, mais la famille, c'est quand même très restreint, c'est un clan restreint. Le monde est quand même beaucoup plus large. Donc sortir de cette famille, comme faire sortir ses propres photos familiales, les exposer aux autres, et puis intégrer d'autres images, va démultiplier son regard, va créer une ouverture sur le monde. Et va libérer aussi là où ça va être, on va dire, voilà, resserré, verrouillé, hein, parce que l'histoire familiale est très souvent verrouillée. Les photos d'anonymes sont une trace, oui, qu'il faut conserver, parce que ça permet, ça permet aussi de pouvoir consulter, de la même manière qu'on va consulter des archives, on peut aller consulter des photos. Moi, il m'est arrivé d'aller consulter des archives photographiques de la maternité où j'étais née, par exemple. Je suis allée aux archives et la maternité n'existant plus, voilà, ça permet d'avoir une image de ce lieu.
On pourrait dire que tous ces objets, même lorsqu'ils se retrouvent voilà, dans des caves, sur des marchés ou autres, ils poursuivent leur vie. Il y a quand même une forme de recyclage, surtout pour les objets. C'est aussi une manière de poursuivre. Voilà, il y a quelque chose qui se conserve et qui se perpétue. Et on pourrait faire le parallèle entre sortir des photos comme ça, de ces cartons de photos, et faire ressurgir des souvenirs, des ressentis, des mémoires, pouvoir en parler, avec ce travail que l'on fait avec le passé. Donc on va reprendre certains fragments comme ça de l'histoire. Après, il y a tout ce processus de verbalisation, de symbolisation, qui fait que ce passé qui était, entre guillemets, soi-disant oublié ou qui n'était pas su, pas connu ou indicible, va pouvoir avoir une présence. Mais à la fois par cette présence, on va aussi pouvoir lui donner une place séparée de soi. C'est-à-dire il va avoir une place, il ne va pas venir interférer là dans le présent. Ce n'est pas de l'oubli, je n'appellerais pas ça de l'oubli. Il va rejoindre, il va avoir une place hors de soi. La question de poser des mots ou d'extérioriser, parce que quand on pose des mots, on extériorise, on se sépare, on ne le garde pas en soi. Il y a beaucoup de descendants de la Shoah qui peuvent parler voilà, il n'y a pas eu de tombe, donc c'est comme si la tombe était en soi, il faut bien qu'elle soit quelque part. D'où la nécessité que les noms soient gravés, voilà, ça a été le cas aussi des monuments aux morts, ça a été la fonction des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale, c'est l'absence de sépulture. C'est qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit posé comme une trace et ne pas rester dans une absence, dans un vide. C'est un juste milieu entre la place que l'on va laisser aux morts, que l'on va donner aussi à certains morts qui n'en ont pas eu, donc leur donner cette place, c'est aussi arrêter de les porter en soi et de laisser de la place aux vivants.